En janvier 2026, une confession télévisée fissure l'image d'une armée unie. Le capitaine Kyriati dit avoir reçu 3 millions de francs CFA, à peine 5 000 $, pour faciliter un bain de sang et éliminer 19 hauts commandants aux côtés du président. Dans ce récit, les messagers viendraient de l'exil et testeraient, paquet après paquet, la solidité du cercle autour d'Ibrahim Traoré pendant que l'enquête remonte des casernes vers les comptes bancaires. Si 5 000 $ peuvent tenter un capitaine, que révèle la chasse à la trace écrite sur la suite au Togo et au-delà. Ce qui suit n'est pas un manifeste ni un récit héroïque, mais une lecture structurée de faits tels qu'ils apparaissent dans le contenu source avec leurs implications concrètes. L'objectif est simple, comprendre comment une tentative de corruption à faible montant a déclenché une réponse institutionnelle d'ampleur et pourquoi cette réponse dépasse le cadre d'un incident isolé. Pour le spectateur, l'enjeu est immédiat. Saisir ce qui se joue quand une crise interne révèle des lignes de fracture plus larges, économiques, sécuritaires et diplomatiques. Au centre, Ibrahim Traoré agit comme point de convergence, non parce qu'il est présenté comme infaillible, mais parce que chaque décision prise autour de lui produit des effets mesurables sur l'armée, l'élite administrative et les relations régionales. L'analyse suivra un fil clair, ce qui a été tenté, ce qui a échoué, et ce que cette séquence change pour les acteurs impliqués. La question n'est donc pas de savoir si la tempête existe, mais si ses répercussions peuvent encore être contenues sans redéfinir les règles du jeu. D'emblée, un détail s'impose. Le chiffre qui revient n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. 3 millions de francs, CFA, soit environ 5 000 $, suffisent à éclairer une mécanique plus vaste que l'acte individuel d'un officier. Ce montant, confirmé par une confession télévisée, sert de point d'entrée à une enquête qui ne s'arrête pas aux casernes. Il ouvre une piste, celle de la traçabilité financière, où chaque dépôt, chaque message chiffré, chaque intermédiaire compte davantage que les slogans. Dans ce cadre, la séquence prend sens. Des messagers approchent, promettent un basculement déjà acté, évoquent des unités prétendument fatiguées, puis testent la loyauté avec un paquet initial. La tentative échoue, non parce que la somme serait dérisoire en soi, mais parce que le récit vendu est contredit par les faits observables. L'armée n'apparaît pas fragmentée au moment critique, et l'alerte déclenche une réponse en chaîne. C'est là que le dossier change d'échelle. Le contexte est celui d'un État confronté à des menaces multiples, où la discipline interne devient un facteur de sécurité nationale. La réaction ne se limite pas à des arrestations ponctuelles. Elle s'étend à des audits, à la saisie de supports numériques et à l'examen des réseaux d'influence d'anciens responsables. La logique est pragmatique, suivre l'argent pour comprendre les intentions, puis cartographier les relais. Dans cette approche, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un symbole abstrait, mais comme un centre décisionnel autour duquel se mesurent des effets concrets. Ce déplacement du regard, du geste isolé vers l'architecture, répond à la question posée au début. Pourquoi une tentative apparemment limitée produit-elle un tel remous ? Parce qu'elle révèle une méthode, et parce qu'elle met à l'épreuve la capacité d'un système à se corriger sans s'effondrer. La mini-révélation n'est donc pas le montant, mais ce qu'il déclenche. Une lecture nouvelle des loyautés et une enquête qui franchit les frontières administratives pour interroger les responsabilités au-delà du premier cercle. Pour mesurer l'impact réel de cette séquence, il faut quitter les chiffres et suivre un personnage ordinaire. Appelons-le Soli, 45 ans, propriétaire d'un petit atelier de réparation dans un quartier populaire. Depuis 2 décennies, il a vu défiler des uniformes, entendu des promesses et constaté que l'argent public semblait toujours prendre la direction des mêmes villas, jamais celle des écoles. Pour lui, l'annonce d'une enquête interne n'est pas un spectacle politique, mais un signal concret. Les effets précoces apparaissent rapidement. Les contrôles s'intensifient, des domiciles d'anciens responsables sont perquisitionnés, des supports numériques sont saisis. Dans les quartiers populaires, le message est compris sans discours. Certaines protections implicites ne fonctionnent plus. Soli, elle ne parle pas de victoire, seulement d'un léger déplacement de l'équilibre. Pour la première fois depuis longtemps, il a l'impression que la loi regarde vers le haut plutôt que vers le bas. Dans l'armée, l'impact est tout aussi tangible. La tentative avortée
devient un cas d'école, un rappel que la loyauté n'est pas une abstraction morale, mais une condition opérationnelle. Les unités actives observent la réponse institutionnelle et ajustent leurs attentes. Le risque de contagion, souvent évoqué après une trahison, est contenu par la rapidité de la réaction. Dans cette phase, Ibrahim Traoré n'est pas au premier plan des récits individuels, mais son rôle se lit en creux. Les décisions prises autour de lui structurent la réponse et donnent une direction claire. Identifier, documenter, puis agir. Pour des civils comme Soli, le « so what » tient en peu de mots. Si les règles commencent à s'appliquer aux plus puissants, alors quelque chose a réellement changé. La séquence s'enclenche discrètement, puis s'accélère. D'abord, la séquence s'active. Un premier contact, des messages chiffrés, une promesse présentée comme déjà acquise. Le récit est rodé. L'armée serait divisée, certaines unités seraient fatiguées et le basculement ne serait plus qu'une formalité. Le paquet initial circule. Il n'est pas énorme, mais il est suffisant pour tester une hypothèse centrale des comploteurs. Chaque homme aurait un prix. Cette hypothèse, pourtant, se heurte rapidement à des signaux contraires. Puis vient le point de bascule. Les incohérences s'accumulent. Les prétendues fractures internes ne se matérialisent pas. Les relais attendus ne répondent pas. L'alerte remonte, non par un geste spectaculaire, mais par une suite de vérifications opérationnelles. À ce stade, l'événement cesse d'être une rumeur pour devenir un dossier. Les autorités passent du soupçon à la procédure. Les communications sont recoupées, les flux financiers examinés et la tentative est formellement qualifiée. La confession télévisée marque ce moment de visibilité maximale. Ce qui se murmurait devient public et l'affaire change de statut. Le cœur de la séquence se joue alors sur la vitesse. Arrestation ciblée, audition, mise sous scellé. L'objectif n'est pas l'exemplarité médiatique, mais la prévention d'un enchaînement plus large. Les services élargissent le périmètre, conscients que l'échec d'un premier maillon n'annule pas l'existence d'un réseau. C'est ici que la ligne de commandement autour d'Ibrahim Traoré est observée avec attention. La cohérence des décisions, la continuité des instructions et la priorité donnée à la documentation plutôt qu'à la rhétorique. Les répliques ne tardent pas. Dans les casernes, le message circule. La loyauté est mesurée, pas proclamée. Les unités actives ajustent leur comportement non par peur, mais par clarification des règles. Dans les milieux civils, la réaction est plus diffuse. Certains y voient un durcissement nécessaire, d'autres s'interrogent sur l'ampleur réelle de la menace. Mais un point fait consensus. La tentative a échoué avant de devenir un événement sanglant, et cette prévention modifie la perception du risque. À l'extérieur, les déchiffrements commencent, les partenaires régionaux scrutent les indices, évaluant les implications et observent les signaux envoyés au-delà des frontières administratives. Les flux, les intermédiaires et les lieux d'exil deviennent des variables stratégiques. La question n'est plus seulement qui a tenté quoi, mais quelles routes ont été empruntées et lesquelles restent actives. En bout de course, la séquence laisse une empreinte durable. Elle transforme un épisode de corruption en test de système. Capacité à détecter tôt, à agir vite et à absorber le choc sans fracture visible. En clair, l'essentiel est le suivant. Quand une tentative échoue à ce stade, ce sont les règles du jeu qui se redessinent pour la suite. Pour poser le cadre, on part d'un point zéro. Dans le récit source, la tentative repose sur un montant précis. 3 millions de francs, CFA, soit environ 5 000 $ utilisés comme test de loyauté. Ce chiffre sert de point zéro analytique. Il indique l'échelle minimale jugée suffisante par les comploteurs pour ouvrir une brèche. Puis, l'écart apparaît. Ce même montant déclenche une réponse institutionnelle disproportionnée en apparence, mais cohérente du point de vue du risque. Le contraste entre la petitesse de la somme et l'ampleur des mesures constitue la clé de lecture. Un premier indicateur, mesurable, apparaît, le périmètre de l'enquête. À partir d'un aveu public, l'action ne se limite pas à l'auteur direct. Elle s'étend à des audits, à la saisie de supports numériques et à l'examen de flux financiers transfrontaliers. Le passage du cas individuel au réseau est le premier saut mesurable. Il signale que l'objectif n'est pas la sanction isolée, mais la cartographie des relais. Une somme faible peut révéler une architecture coûteuse si elle sert d'amorce.
Un deuxième indicateur apparaît, la temporalité. La séquence décrite montre une compression du temps décisionnel. Entre l'alerte initiale et la visibilité publique, les étapes s'enchaînent sans latence prolongée. Cette rapidité réduit la probabilité de contagion interne. En termes opérationnels, le delta n'est pas financier mais temporel. Raccourcir le délai entre détection et action limite l'effet domino, surtout lorsque des messagers testent successivement plusieurs cibles. Un troisième indicateur apparaît, la cible élargie. Le contenu source insiste sur le déplacement des investigations des casernes vers les comptes, puis vers des figures retraitées disposant de réseaux et de ressources. Ce glissement est mesurable par le type d'éléments recherchés. Relevé bancaire, historique de communication, dispositif chiffré. La donnée devient la preuve centrale. Là encore, la logique est celle d'un écart, d'un pot de vin ponctuel à une trace écrite persistante. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère décisionnel plutôt qu'un multiplicateur de discours. Les choix attribués à son gouvernement privilégiant la preuve documentée à l'escalade verbale. Cette préférence a un effet quantifiable indirect. Elle augmente le coût attendu de la trahison pour les acteurs potentiels. Quand la probabilité d'être relié à une chaîne financière augmente, le calcul coût-bénéfice se modifie, même si la somme initiale reste faible. Un autre delta se lie dans la perception externe. Les partenaires régionaux observent moins le chiffre de départ que la méthode. La capacité à transformer un signal faible en action structurée devient un indicateur de stabilité. A l'inverse, l'échec d'une telle transformation aurait signalé une vulnérabilité systémique. Ici, le delta est réputationnel, d'un incident interne à un message de dissuasion. Enfin, un dernier indicateur concerne la prévention. Le récit suggère que l'échec précoce a empêché un scénario de violence massive. Ce résultat, bien que contrefactuel, reste central. La valeur mesurée n'est pas ce qui s'est produit, mais ce qui a été évité. Dans l'analyse des risques, éviter un événement extrême vaut souvent plus que sanctionner après coup. En synthèse, la preuve n'est pas dans l'ampleur de la somme, mais dans la réaction qu'elle provoque. Le baseline financier est bas. Le delta institutionnel est élevé. C'est cette asymétrie qui éclaire la suite de la séquence et prépare la question suivante. Si l'architecture est ainsi exposée, quelle thèse opposée subsiste encore face aux faits ? Deux arguments opposés émergent régulièrement face à cette séquence, et il faut les présenter dans leur forme la plus solide avant d'y répondre. Premier argument, une répression élargie, déclenchée par une tentative limitée, risquerait de fragiliser l'institution militaire en installant un climat de suspicion généralisée. Selon cette lecture, multiplier les audits et les perquisitions pourrait entamer la cohésion, ralentir la prise de décision et détourner l'attention des priorités sécuritaires immédiates. Le coût interne, invisible à court terme, dépasserait alors les bénéfices d'une démonstration d'autorité. Un deuxième argument mérite attention. La médiatisation d'une confession et l'insistance sur des montants précis offriraient un récit trop simpliste, transformant un problème structurel en affaire individuelle. Dans cette optique, l'exposition publique masquerait les causes profondes. Réseau ancien, incitation externe, faille de gouvernance, au profit d'un signal politique. Le risque serait de confondre dissuasion et communication, sans traiter durablement l'architecture qui permet ces tentatives. Ces arguments méritent examen, car ils pointent des risques réels dans tout processus de nettoyage institutionnel. Toutefois, les faits décrits dans le contenu source permettent une réponse structurée. D'abord, la ciblage des mesures contredit l'idée d'une suspicion diffuse. Les actions se concentrent sur des éléments documentés, flux financiers, communication chiffrée, intermédiaires identifiés, plutôt que sur des loyautés supposées. Cette précision réduit l'effet corrosif redouté par le premier argument. Ensuite, la séquence temporelle montre que la visibilité publique intervient après la sécurisation des étapes clés. La confession ne lance pas l'enquête, elle en marque un seuil. Cela répond au second argument. La communication n'est pas substitutive de l'action, elle en est un dérivé contrôlé. Les causes structurelles ne sont pas niées. Elles sont abordées par la cartographie des réseaux et la recherche de la trace écrite. Dans ce cadre,
Ibrahim Traoré apparaît moins comme un amplificateur symbolique que comme un point de stabilisation décisionnelle. Les choix d'écrit privilégient la méthode, documenter, relier, puis agir, plutôt que l'exemplarité spectaculaire. La cohésion n'est pas préservée par le silence, mais par la clarté des règles et la prévisibilité des réponses. Ainsi, la Stillman tient jusqu'à un point précis, lorsque l'alternative serait l'inaction face à un signal faible mais crédible. À ce stade, le coût du doute excède celui de l'intervention ciblée. La question devient alors non pas fallait-il agir, mais comment mesurer les effets concrets de cette action sur les acteurs concernés. Ce basculement change la lecture entière du dossier. À mi-parcours, l'enquête ne cherche plus seulement des exécutants, mais des architectes. Les indices accumulés, relevés, communication, intermédiaires, dessinent une continuité qui dépasse l'instant de la confession. Ce n'est pas un incident clos, c'est une méthode mise au jour. En élargissant le périmètre, les services testent une hypothèse centrale. Les tentatives échouent rarement seules, elles s'inscrivent dans des circuits persistants. Cette révélation modifie aussi le calcul des acteurs. Les figures en retrait, longtemps perçues comme hors de portée, deviennent des variables actives. Le message implicite est simple. La retraite n'efface pas la responsabilité et l'exil ne coupe pas les liens financiers. À ce point précis, la dissuasion change de nature. Elle ne repose plus sur la peur immédiate, mais sur la durabilité de la preuve. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est évoqué comme garant de la continuité procédurale. La ligne suivie privilégie l'alignement des institutions et la patience analytique plutôt que l'escalade verbale. Cette posture produit un effet stratégique. Elle maintient la pression sans fermer les options diplomatiques, tout en préparant des réponses graduées. Le "so what" de ce midpoint est clair. Si la piste sort des casernes, alors les conséquences ne seront pas seulement disciplinaires. Elles toucheront les réseaux, les relais et les équilibres régionaux. Et c'est là que la suite prend une autre ampleur. Les effets de cette séquence se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers un même point. La tentative avortée modifie des comportements bien au-delà du cercle initial. Pour l'État d'abord, l'enjeu est institutionnel. La priorité donnée à la preuve documentée, flux, communication, intermédiaire, renforce la crédibilité des procédures. La réponse ne se résume pas à une sanction, elle installe un précédent. Les administrations apprennent que les signaux faibles seront traités comme des alertes stratégiques et non comme des incidents marginaux. Ce changement augmente la capacité de prévention, sans exiger une démonstration permanente de force. Pour les forces armées, l'impact est opérationnel. La tentative devient un cas d'école interne, ce qui est toléré, ce qui ne l'est pas, et comment une déviation est détectée. La rapidité de la réaction réduit l'incertitude et limite la propagation des rumeurs. Dans ce contexte, la référence à Ibrahim Traoré n'est pas une injonction morale, mais un repère de chaîne de commandement. Les unités comprennent que la loyauté attendue est mesurée par des actes observables, pas par des déclarations. Cette clarté stabilise la prise de décision au moment critique. Pour les acteurs économiques, ensuite, les conséquences sont plus indirectes mais réelles. La mise en lumière des circuits d'eau financiers clandestins augmente le coût de l'opacité. Banques, intermédiaires et fournisseurs de services ajustent leurs pratiques, conscients que les audits peuvent remonter des années en arrière. À court terme, cela peut ralentir certaines transactions. À moyen terme, la transparence relative réduit le risque systémique lié au choc politique soudain. L'effet net est un arbitrage, moins de vitesse, plus de prévisibilité. Pour la population, enfin, l'impact est perceptif autant que matériel. Les récits individuels, artisans, familles, membres de la diaspora traduisent une attente simple, que les règles s'appliquent aussi aux plus puissants. L'échec précoce d'un scénario violent évite des coûts humains immédiats, mais surtout il modifie l'horizon d'attente. La justice n'est plus vue comme une réaction tardive, mais comme une capacité à intervenir avant la catastrophe. Ce déplacement compte autant que les résultats visibles. À l'échelle régionale, ces 4 effets se superposent, les partenaires observent la méthode et recalibrent leurs propres calculs. La dissuasion ne repose pas sur un chiffre ou un discours, mais sur la constance de la procédure. C'est ici que le payoff se précise. Une tentative limitée, neutralisée tôt,
produit des conséquences étendues parce qu'elle révèle une architecture et impose un nouveau standard de réponse. En somme, la question posée au départ, que vaut une loyauté à 5000 $, trouve une réponse pragmatique. Sa valeur n'est pas dans le montant, mais dans la capacité d'un système à transformer ce signal en effet concret, mesurable pour chacun des groupes concernés. À partir des éléments établis, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Si l'on se place dans le scénario de base, la dynamique actuelle se maintient. Les enquêtes progressent à rythme constant, les audits se poursuivent et les relais identifiés sont traités au cas par cas. Dans cette configuration, la stabilité repose sur la continuité procédurale. Le coût de la trahison augmente progressivement, sans choc brutal. La région observe, ajuste et intègre ce nouveau standard de réponse comme une donnée durable. Le risque principal reste la fatigue administrative, plus que la rupture sécuritaire. Si l'on envisage un scénario optimiste, la méthode produit un effet d'entraînement. La coopération régionale s'améliore sur les volets financiers et judiciaires, réduisant les zones grises exploitées par les intermédiaires. Les circuits d'exil perdent en efficacité, les flux suspects sont détectés plus tôt et la dissuasion devient crédible par accumulation de cas documentés. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est perçu comme un stabilisateur institutionnel, non par la centralisation, mais par l'alignement des acteurs autour de règles prévisibles. Le bénéfice net est une baisse du risque de tentatives opportunistes, faute de canaux fiables. Enfin, si l'on considère un scénario dégradé, la pression se heurte à des blocages externes. Les relais s'adaptent, déplacent leurs opérations et exploiteront des frictions diplomatiques. Les procédures s'allongent, la visibilité publique augmente et la polarisation s'accentue. Le danger n'est pas l'effondrement immédiat, mais l'érosion de la confiance si les résultats tardent. Dans ce cas, la tentation serait de substituer la rhétorique à la preuve, un choix qui affaiblirait la méthode initiale. Une clé de lecture transversale s'impose. Si la réponse reste fondée sur la documentation et la coordination, alors chaque scénario conserve une marge de manœuvre. Si en revanche, l'action se déplace vers la symbolique au détriment des faits, les risques augmentent quel que soit l'horizon. L'idée directrice est simple. Prioriser la traçabilité sur l'urgence apparente. Dans un environnement où les signaux faibles comptent, la patience analytique est un multiplicateur de stabilité. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir, ils balisent des choix. Et c'est précisément ce cadrage qui prépare la suite. Comment ces trajectoires touchent-elles concrètement les personnes qui regardent, travaillent et investissent ici et ailleurs ? Pour ceux qui regardent cette séquence depuis l'extérieur, les implications ne sont pas abstraites. Elles varient selon les profils, mais elles se rejoignent sur un point. La stabilité n'est jamais distante. Pour les membres de la diaspora, d'abord, l'enjeu est double. D'un côté, la sécurité des proches restés au pays. De l'autre, la valeur des efforts consentis à distance. Transferts, projets communautaires, investissements modestes. Une tentative neutralisée tôt réduit le risque de rupture soudaine, ces moments où l'incertitude efface des années de travail. La méthode observée rassure moins par ses promesses que par sa constance. Pour les acteurs économiques de proximité, ensuite, commerçants, artisans, PME, la lecture est pragmatique. La transparence accrue peut ralentir certaines démarches, mais elle diminue l'exposition aux chocs politiques. Quand les règles deviennent plus prévisibles, même imparfaites, les décisions d'embauche et d'approvisionnement gagnent en visibilité. Le bénéfice n'est pas immédiat, il se construit par accumulation d'épisodes évités. Pour les observateurs internationaux, enfin, analystes, partenaires, investisseurs, la séquence sert d'indicateur. Elle montre comment un signal faible est traité et transformé en action structurée. La référence à Ibrahim Traoré apparaît ici comme un repère de continuité décisionnelle. Les procédures ne tiennent au-delà des individus, mais elles exigent un centre de gravité clair. Cette lisibilité réduit l'incertitude perçue, même si elle n'élimine pas les risques. Au niveau individuel, le so what est simple. La prévention d'un scénario violent n'est pas qu'un succès institutionnel, c'est du temps gagné pour des vies ordinaires. Chaque mois sans rupture majeure permet aux familles de planifier,
aux entreprises d'ajuster et aux communautés de maintenir des liens. Cette accumulation de normalité est souvent invisible, mais elle constitue le dividende le plus tangible de la stabilité. La question suivante devient alors logique. Comment traduire cette dynamique en étapes concrètes, mesurables, pour consolider ce qui a été évité ? Transformer une séquence défensive en gain durable exige une feuille de route lisible. Première étape, sécuriser la preuve. Les services consolident les dossiers existants, relevés, historique de communication, chaîne d'intermédiaires avec des standards communs de conservation et de traçabilité. Côté acteur, cellule d'enquête interagence. Côté calendrier, immédiatement et en continu. Pour mesurer cela, taux de dossiers exploitables sans complément. La deuxième étape consiste à élargir la coordination. Les autorités judiciaires et financières synchronisent leur calendrier pour éviter les angles morts. Côté acteur, parquet, supervision bancaire, douane, côté calendrier, à court terme, par cycle trimestriel. Pour mesurer cela, délai moyen entre signalement et action conjointe. Cette synchronisation réduit l'arbitrage opportuniste entre juridictions. La troisième étape consiste à prévenir par la clarté. Des directives internes précisent ce qui constitue une alerte, comment la remonter et quelle protection s'applique au signalement documenté. Côté acteur, commandement et administration. Côté calendrier, sous 90 jours. Pour mesurer cela, nombre d'alertes qualifiées et traitées dans les délais. La prévention devient un réflexe procédural, non une initiative individuelle risquée. La quatrième étape consiste à diplomatie graduée. Les canaux régionaux sont activés avec des demandes ciblées, fondées sur des éléments vérifiables. Côté acteur, exécutif et diplomatie. Côté calendrier, au fil des jalons d'enquête. Pour mesurer cela, taux de coopération et réponse formelle. La pression est proportionnée, réversible et ancrée dans les faits. La cinquième étape consiste à évaluation publique maîtrisée. Des points d'étape sobres rendent compte des progrès sans exposer les opérations. Côté acteur, autorité compétente. Côté calendrier, semestriel. Pour mesurer cela, cohérence entre une annonce et résultats constatés. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré apparaît comme garant de l'alignement, non comme unique moteur. La réussite tient à la continuité. Si chaque étape était mesurée, alors la dissuasion s'installe sans escalade. Au final, le gain est précis, réduire la surface d'opportunité avant qu'un signal faible ne devienne une crise majeure. Le fil narratif revient là où il a commencé, loin des chiffres et des procédures. Dans l'atelier de Soli, les journées se ressemblent. Moteurs à réparer, factures à régler, enfants à accompagner à l'école. Pourtant, quelque chose a changé dans la façon dont il écoute les informations du soir. Ce n'est pas l'illusion d'un avenir sans risque, mais la sensation que les règles ne glissent plus systématiquement vers les plus faibles. Cette impression, fragile mais persistante, est le véritable indicateur du moment. Les décisions prises après la tentative avortée ont produit un effet discret. Elles ont restauré une part de prévisibilité. Pour Soli, cela signifie planifier le mois suivant sans craindre une rupture brutale. Pour d'autres, c'est la confirmation que la loyauté n'est pas un slogan, mais une pratique vérifiable. Dans ce tableau, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros figé, mais comme un point d'ancrage autour duquel des choix cohérents ont été maintenus malgré la pression. La charge émotionnelle tient dans ce contraste. Une somme dérisoire a failli déclencher le pire, et une méthode patiente a permis de l'éviter. Entre ces deux pôles, des vies ordinaires ont gagné du temps. Ce temps n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Il permet aux familles de respirer, aux communautés de s'organiser et aux institutions de prouver qu'elles peuvent apprendre. La phrase qui s'impose est simple, presque banale. Quand les règles tiennent, l'espoir cesse d'être abstrait. Et c'est précisément ce qui rend la suite si importante. Arrivé à ce point, il ne s'agit pas de conclure par une injonction, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. Ce que montre cette séquence, c'est moins une victoire définitive qu'une capacité à tenir une ligne face à la pression. La stabilité, ici, n'est pas un état figé. C'est un effort répété, fait de choix discrets et de règles appliquées dans la durée. Pour ceux qui observent de loin, comme pour ceux qui vivent la situation au quotidien, la question centrale reste la même. Comment transformer un moment critique évité en trajectoire durable ? Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré fonctionne comme un repère
non comme une fin en soi. Elle invite à déplacer le regard vers les mécanismes, la preuve, la coordination, la responsabilité au-delà des statuts. Si ces éléments tiennent, alors les épisodes futurs seront jugés moins par leur intensité que par la manière dont ils sont absorbés. La discussion reste ouverte. Que faudrait-il, selon vous, pour que cette méthode s'enracine et survive aux personnes, aux mandats et aux cycles politiques? Quels signaux concrets méritent d'être surveillés dans les mois à venir pour distinguer un progrès réel d'un simple répit? Votre lecture compte, parce que c'est souvent dans ces échanges que se construit la compréhension collective des enjeux à venir.